c'est quoi le problème avec les SUV? On a eu une sorte de puce à l'oreille parce que l'Agence internationale de l'énergie avait publié un rapport qui nous suggérait qui montrait en fait que les SUV à l'échelle de la planète étaient responsables de la deuxième source de croissance des émissions de CO2 sur les 10 dernières années. Et surtout, on s'est dit, mais est-ce que c'est aussi le cas en France? On a été nous-mêmes un peu choqués par cette chose, mais la progression des SUV de 2008 à 2018 a été tellement fulgurante que en fait, ça nous a donné les SUV, aussi en France, responsables de la deuxième source de croissance des émissions de CO2 sur 10 ans. Est-ce que le SUV c'est un gouffre financier? Les SUV ça coûte plus cher. D'abord à l'achat, ça c'est manifeste, c'est plus cher si vous achetez un SUV qu'une Twingo, et ça vous le verrez directement dans le prix d'achat. Mais c'est aussi beaucoup plus cher à l'entretien, à l'assurance, à la réparation et à toutes ces choses-là. Donc vous cumulez un coût total de possession de la voiture qui à terme est bien bien important. Et on l'a chiffré, avoir un SUV pour un ménage modeste en France, c'est plus 400 € de dépenses par an que si ce ménage avait une voiture non SUV. Mais du coup, c'est quoi un SUV? Que la première chose qu'un ministre vous dit quand vous allez le voir et que vous lui dites il y a un problème avec le SUV, il vous dire mais ça veut rien dire un SUV, légiférons sur autre chose. Donc on a aussi travaillé au WWF à regarder ce que ça voulait dire en prenant tout ce que les constructeurs automobiles appellent SUV, donc tous ceux qui vendent en France, on a pris leur catalogue, on a mis les SUV d'un côté, on a mis les non SUV de l'autre, et on a regardé la différence en disant peu importe ce que ça veut dire en fait, ce que vous appelez SUV, ça veut dire 200 kg en plus 20% d'émissions de CO2, plus 15% de consommation de carburant. Est-ce que c'est plus dangereux qu'une voiture ordinaire? Puisque c'est plus gros, vous savez, c'est en gros une silhouette un peu rehaussée, plus massive, plus gonflée, et donc ça encombre plus. On a discuté avec des assureurs comme AXA qui nous disaient qu'un SUV, en fait, ça crée plus d'accidents, non seulement pour les piétons, les cyclistes qui les croisent et qui sont percutés, mais aussi par les conducteurs eux-mêmes, par un mécanisme assez psychologique de biais où en fait vous vous sentez plus en sécurité que si vous rasez la route à bord de chevaux. Voilà, et donc vous prenez beaucoup moins de précautions, vous réduisez les distances par rapport aux autres usagers, et en plus il y a une question aérodynamique qui fait que vous partez beaucoup plus facilement en tonneau quand vous êtes à bord d'un SUV, ne serait-ce que sur une petite accélération. Il y a des vidéos très surprenantes. Aux États-Unis, on a vu des gros modèles de pick-up là. Il y a des mamans qui se filment pour interpeller là-dessus, où en gros elles sont au volant de leur pick-up et par la hauteur du capot, elles ne voient pas une file de 9 petits enfants assis en tailleur devant sa voiture. Le SUV électrique, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Et donc on a regardé il y a 2 ans maintenant au WWF ce que ça donnait si on avait un marché de SUV électrique. Et ça pose un problème d'approvisionnement en métaux critiques. Un SUV en moyenne, ça consomme 3 à 5 fois plus de métaux critiques qu'une voiture électrique non SUV. Et 3 à 5 fois plus donc de nickel, de cobalt, de lithium et toutes ces espèces de métaux critiques dont on a besoin. Et ces métaux, force est de constater que si on suit la même trajectoire pour les SUV thermiques avec les SUV électriques, on va les gaspiller, on va dilapider toute notre capacité à nous approvisionner. Tout métaux critique qui est exploité, c'est un impact énorme en termes de droits humains à l'étranger, environnemental et tout. Tout le monde recherche où on va pouvoir ouvrir des nouvelles mines, dans quelle vitesse on va le faire et tout. Donc nous on s'est dit mais attendez, juste avant ça, avant d'avoir le raisonnement de où on va aller éclater nos terres, déranger les droits humains, et d'ailleurs personne ne veut le faire en France, on a le raisonnement d'abord de se dire mais est-ce qu'on peut pas diminuer la quantité qu'on a besoin d'extraire? Et la publicité, ça fait vraiment vendre des SUV? Les constructeurs comme au gouvernement va vous dire mais si on fait autant de publicité, c'est parce que c'est ce que les gens veulent. Donc il y a un peu cette confusion au départ sur qu'est-ce qui détermine la demande de voitures, et est-ce que c'est parce qu'on fait beaucoup de publicité SUV que les gens veulent des SUV? Et la réponse, en tout cas aux dernières études qui ont été publiées sur le marché français automobile dans les dernières années, c'est que si vous investissez de l'euro dans la publicité, vous gonflez la consommation finale de voitures. Donc il y a vraiment un effet de levier, et face à cette responsabilité, ce qu'on a constaté à l'époque, c'est que les constructeurs mettaient plus d'argent dans les ventes de SUV qu'ils ne réalisaient de ventes de SUV, et qui mettaient moins d'argent dans les ventes de petites voitures qu'ils ne réalisaient de ventes de petites voitures. Donc il y a un peu ce décalage qui se joue parce que c'est rentable pour eux et que ça devient un mécanisme qui leur permet de gonfler et d'orienter la demande aussi. Donc il ne faut pas être naïf quand on vous dit qu'on fait de la publicité parce que c'est ce que les gens veulent. En fait, c'est largement déterminant sur nos désirs et nos choix de consommation. Et au final, quelles mesures pour freiner les ventes des SUV? S'il y a tant de SUV, peut-être qu'il faut envoyer un petit signal au début au consommateur en lui disant c'est un peu plus cher parce que ça pollue plus. Ça c'est le raisonnement, l'idée étant de ne pas le piéger, on lui donne l'information dès le début. Si tu achètes un SUV, c'est plus lourd de tant de kilos, donc tu payes tant en plus.
Nous, notre argument, c'était de dire, en fait, on voit bien que les budgets de l'État, c'est compliqué. Hein. Si vous taxez les SUV, vous êtes assis sur un trésor de guerre écologique que vous allez pouvoir redéployer pour toutes les solutions dont on a besoin. On a chiffré ça à 2 milliards s'ils se mettent à taxer les SUV avec le barème qu'on recommandait. Aujourd'hui, si vous êtes constructeur, vous faites une publicité et que vous représentez un SUV ou une voiture, peu importe, hors une route, et ben c'est considéré comme un usage pas réglementaire, donc vous pouvez être censuré pour ça. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une pub de SUV sur la Canebière à Marseille, je crois. Et la Canebière étant piétonnisée, ça a été attaqué par la mairie qui a dit en fait, c'est pas un usage qui est autorisé, donc à ce titre, la publicité est induite en erreur. Et ben en fait, on demande exactement la même chose. Dès que vous mettez un paysage majestueux de nature resplendissante et que vous mettez un SUV qui roule à toute balle dedans, et ben vous sous-entendez que l'utilisation du SUV elle est compatible avec la permanence de cette nature resplendissante, et c'est faux, et ça induit en erreur, et donc à ce titre, c'est à notre sens une pratique commerciale trompeuse. On veut des Twingo avec des volants rigolos. On veut des Twingo avec du fleurs sur le capot. On veut les Twingo celles avec les sièges verts fluo. On veut pas des caisses immenses de la taille d'un cachalot. On veut des Twingo pour pas culbuter les vélos. On veut des Twingo pour pas écraser les marmots. On veut des Twingo et ça sera mon dernier mot. On veut pas de caisse géante de la taille d'un paquebot.